je me suis rendu compte en écrivant ce texte que j'avais proposé un objet assez massif, hein, de l'âge classique jusqu'au XXIe siècle. C'est un peu difficile à faire tenir dans le temps imparti. Dans la mesure où voilà, il va y avoir une intervention ensuite sur les sorcelleries, les possessions, vous avez parlé hier des sorcelleries, je vais peut-être un peu moins m'appesantir sur l'âge classique, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les figures extrêmement contemporaines du diabolique. Le micro marche. Merci Edouard. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Non, pas trop. Un peu libre. C'est on suit pas une pensée. Ok. Oui. Pas complètement. C'est parfait. Donc, alors ce que je peux présenter, ce sont les résultats d'une recherche en cours, de perspectives qui sont dégagées de ma thèse. Et bon, c'est un travail qui est nécessairement inachevé parce qu'on court, donc notamment du point de vue des sources. Sur l'âge classique, je vais mobiliser un certain nombre de ce que j'appellerais de la biographie secondaire, qui viennent de gens comme Michel de Certeau, comme Mandrou ou comme Huchimblé, parce que bon, pour l'instant, j'ai encore un corpus à constituer, donc j'espère que vous me pardonnerez cet inachèvement. Alors, pour arriver jusqu'au diabolique, je suis partie de la question de la perversion, hein, un concept sur lequel j'ai fait porter ma thèse, et c'est au cours de cette thèse que j'ai rencontré Foucault. Je me suis mise à travailler sur Foucault, puisque bien entendu la question de la perversion sexuelle, hein, c'est une des questions qu'il aborde dans la volonté de savoir, et dans les anonymes. Alors, comment je suis arrivée de la perversion sexuelle au diabolique, puisque le saut n'est pas nécessairement évident, eh bien c'est que je me suis rendu compte à la fin de la thèse qu'à partir de la question de la perversion sexuelle se dégageait celle des concepts et des figures contemporaines du mal. C'est-à-dire que j'ai découvert que les traits du diabolique, hein, qui semble une figure un peu exotique pour nous contemporains, étaient pourtant bien présents dans le monde contemporain, avec des effets et des investissements politiques extrêmement concrets par ce que l'on peut nommer les dispositifs de sécurité. Alors, juste en guise de note, Foucault ne parle pas du diabolique en tant que tel. Par contre, dans les Amermots, il aborde la question de la construction de la monstruosité morale, notamment à partir de la double figure du monstre royal dans les conflits révolutionnaires et du monstre populaire dans les conflits contre-révolutionnaires, qui sont, selon lui, l'origine généalogique du grand monstre psychologique des grands crimes de sang des années 1820-1830. Alors, il aborde du coup là quelque chose, on peut dire, qui est de l'ordre de l'imaginaire et des représentations collectives, mais avec des effets politiques extrêmement concrets, puisque ce sont des figures élaborées dans un contexte politique extrêmement spécifique. Et bien qu'il ne développe pas sur le sujet, les attributs de cette figure du grand ogre sexuel qu'il décrit se voient attribuer les traits classiques du diabolique. Alors, deux choses, même plutôt que deux, essentielles. La première, c'est que le diabolique, justement, et pas seulement la monstruosité morale, me semble un concept essentiel à promouvoir pour une philosophie politique. Alors, ce n'est pas un concept politique classique, mais je pense qu'il permet de penser l'articulation entre les formes ou les fabriques de la subjectivité et les formes de pouvoir. Parce qu'il me semble, deuxième point, que les formes de pouvoir, elles sont opératoires via des sentiments, donc on nomme aujourd'hui souvent dans le champ de la philosophie des sentiments moraux, mais qui sont en fait des affects intrinsèquement sociaux. Il me semble que ces affects sociaux, alors je prends quelques exemples hein, sur lesquels je vais revenir, qui sont par exemple la terreur, la panique morale, l'indignation, l'horreur collective, ce sont des affects qui permettent d'articuler le niveau, pourrait-on dire, macro et micro-physique du pouvoir, puisque ce sont ces émotions qui reconduisent et qui renforcent les formes de pouvoir. Hein. Comment sinon le pouvoir s'accrocherait aux individus? L'idée que le pouvoir s'accroche au corps des individus, ça fonctionne très bien lorsqu'on étudie des disciplines extrêmement spécifiques, mais il me semble que, en règle générale, la prise sur les corps du pouvoir passe de manière extrêmement importante par ces émotions. Alors, cette question des affects moraux ou sociaux, c'est un travail que fait peu Foucault, mais peut-être pour la simple et bonne raison que c'est un objet qui a été abordé par ce que Mandrou a nommé la psychologie historique. C'est peut-être, je ne sais pas, certainement une des raisons pour lesquelles Foucault n'a pas directement abordé ces objets, mais on peut les construire ou les reconstruire à partir des approches de l'anthropologie historique, à
condition bien sûr d'endosser une approche critique sur un certain nombre de travaux des historiens. Alors, quand je parle d'affects sociaux, hein, j'insiste, il ne s'agit pas du tout de psychologiser la politique. Je crois qu'on peut aborder ces questions en partant d'une espèce de position un peu durkheimienne, c'est-à-dire de partir du principe que l'esprit et les sentiments, c'est pas dans la tête, hein, c'est quelque chose qui est d'abord dans le social. Alors, pour revenir au diabolique, on peut réinscrire le diabolique ou le démoniaque, hein, aussi comme ça, dans une histoire longue de la fonction du mal pour les formes de pouvoir dans le monde euro-américain, qui se distribue selon 3 axes solidaires. Il y aurait celui du langage, celui des concepts, donc, celui de l'imaginaire et celui du pouvoir. Alors, je vais d'abord partir sur l'imaginaire. Il est évident que le diabolique, c'est ce qu'on peut appeler une représentation collective, hein, qui historiquement a été une des formes, une des manières de donner forme au problème du mal dans les sociétés euro-américaines. Alors, pas seulement, mais je n'ai pas assez donné pour aborder les perspectives transculturelles ici, donc je vais les laisser un peu de côté. Mais je pense que c'est aussi un concept au sens fort du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un outil à penser efficacement, ce qui définit le premier trait d'un concept, hein, un outil à penser qui fait partie d'un appareillage épistémologique, mais il est aussi concrètement opératoire, c'est-à-dire que le diabolique, c'est un concept au sens fort, au sens où il régule des pratiques, des interactions sociales, des affaires. Donc il a des usages extrêmement concrets. Et je crois que le diabolique, c'est un concept au sens fort de ce terme, d'une part parce qu'il vient nommer et désigner, là pour reprendre les termes de Pierre-Henri Castel, ce qui serait pire que le mal absolu. Et alors il me semble effectivement que sur ce point, Castel dit quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'on a besoin de disposer, peut-être même d'un point de vue anthropologique, d'un concept pour nommer ce qui serait pire que le mal. Alors, c'est ce qui explique pourquoi les stricts synonymes ou équivalents du diabolique ou du démoniaque, ce sont la malignité ou la perversité la plus grande que l'on puisse penser. Et deuxièmement, le diabolique, c'est un concept parce qu'il s'intègre directement à des dispositifs de pouvoir et qu'il vient réguler extrêmement concrètement les pratiques, les attitudes, les perceptions, les interactions sociales. Bon, l'exemple, c'est la sorcellerie. Je crois que là, on a un modèle de ce que peut être le diabolique comme concept opératoire. Ce qui m'amène à la question des affects. Alors, le diabolique est directement branché à des affects sociaux très forts, sur 2 dimensions. Alors, on peut dire qu'il est un idiome du mal en 2 sens. D'abord parce qu'il y a une série d'affects qui répondent au concept du mal absolu. Hein, c'est la peur, la terreur, l'horreur collective, ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis les travaux sur la déviance de Stanley Cohen, la panique morale. Alors qui serait plutôt une panique sociale en l'occurrence, mais qui porte sur un certain nombre de problèmes considérés classiquement comme des problèmes nouveaux. Et deuxièmement, c'est une forme d'expression, ça a été, et c'est encore une forme d'expression affective du mal-être social, on pourrait dire un idiome de la souffrance sociale, mais qui est aussi une expression affective des tensions politiques à l'intérieur d'une communauté, qui est directement liée au système de régulation socio et politique des désirs et des conduites dans le monde euro-américain depuis le XIIIe siècle. On a, pour repartir sur l'exemple de la sorcellerie. Et puis, l'exemple des possessions, je pense aux travaux de Michel de Certeau sur Boudin, où effectivement, la question de la possession, c'est bien l'expression de quelque chose qui est de l'ordre d'un mal-être, qui lui-même est l'expression d'une série de tensions sociales et politiques à l'intérieur de cette communauté qui s'est développée. Alors, je reviendrai sur d'autres types de malaises qui sont exprimés par les phénomènes de possession. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je vais faire une histoire très schématique, sans doute trop schématique, mais enfin pour les questions, peut-être qu'on pourrait reprendre des points plus précis dans les questions, dans laquelle je vais essayer de poser les grands jalons d'une perspective, d'une généalogie politique du diabolique pour nous, hein, en tant que dans nos sociétés, c'est-à-dire nous en tant qu'individus dans des sociétés dites démocratiques et libérales. Alors, donc, premier temps, pour repartir de l'âge classique, il me semble qu'il y a un moment charnière après la sorcellerie. Hein. Pour la transformation du diabolique, ce sont les possessions de Boudin. Donc, je vais très peu m'étendre sur la sorcellerie classique, vous avez dédié une belle intervention hier. Bon, pour dire les choses généralement, on sait que durant la période moderne, en particulier au XVIe ou XVIIe siècle, un affect dominant dans ce que de l'humour nous nommait le monde occidental, c'est la peur. Alors, elle se présente sous une série de formes assez différentes,
mais elle s'articule en particulier directement à la figure de Satan. Il y a une croyance claire et évidente dans l'existence du diable comme agent extérieur à l'homme qui est toujours présent dans le monde et qui peut s'infiltrer dans les âmes. Donc c'est ce qui soutient le dispositif de sorcellerie. Et cette représentation et cette peur de Satan, elle est directement liée à la question politique des persécutions et des luttes de pouvoir au niveau macro, on peut même dire institutionnel, qui a produit un savoir, puisque à partir du XVe, la figure du démoniaque a soutenu et nourri les persécutions, et a produit un nouveau discours à prétention de science, qui est la démonologie. Alors c'est une dynamique qui a culminé avec la chasse aux sorcières et le triomphe de la démonologie à la fin du XVIe, sous l'impulsion d'un contexte bien spécifique, qui est l'angoisse des dominants face aux profondes transformations politiques consécutives à la réforme. Et dans ce cadre, le diable, c'était un outil puissant dans la lutte qu'entretenaient les églises, c'est pour ça que je au macro, d'abord entre elles pour l'hégémonie, mais aussi pour l'imposition de leur pouvoir aux individus, c'est-à-dire, pour citer, c'est dans le cadre de ce que Michel Blais appelle une féroce compétition pour le contrôle des âmes. Alors je pense que là on peut remettre ça dans la perspective des analyses du pouvoir pastoral de Foucault, qui analyse davantage du côté de la confession et de l'aveu, mais qu'on va aussi trouver du côté du diabolique. Alors, mais cette question de la lutte des églises pour le contrôle sur les âmes, le contrôle sur les individus, pose la question de comment articuler ce niveau macro avec le niveau du micro-pouvoir. Quel relais de ces luttes entre les églises, de ces luttes politiques, permettent de s'assurer très concrètement du contrôle des âmes. Bon, d'abord, je développe un peu parce que c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, sur les questions contemporaines. D'abord, ces luttes s'appuient sur des systèmes de régulation autres, des systèmes de régulation sociale, donc je veux dire, ce sont des normes incarnées. D'abord, des formes de sociabilité. On sait que la sorcellerie, bien qu'elle puisse toucher certaines villes, c'est d'abord et avant tout un fait paysan, donc avec un type de sociabilité extrêmement spécifique, dans une société où la surveillance des uns sur les autres, les rancœurs accumulées, les dénonciations sont des faits essentiels. Donc, le niveau, à ce point de vue-là, le niveau macro du pouvoir s'enclenche et s'appuie sur ces systèmes de régulation sociale. Mais il y a d'autres types de régulations qui sont aussi mises en œuvre et sur lesquelles s'accroche la sorcellerie, dont je vous souligne l'importance. C'est notamment la question de la régulation des conduites sexuelles, qui va du discours théologique, un discours très élaboré de la théologie morale, aux pratiques individuelles. Donc c'est notamment le cas avec la théorie du sabbat, qui sert d'outil de régulation sexuelle, puisque c'est l'outil des prédilections des procès en sorcellerie au XVIe, qui mettait en jeu la relation intrinsèque du démoniaque avec la grande déviance sexuelle. On a ces orgies de sorciers et de sorcières qui sont régulièrement possédés par le diable, d'ailleurs sans grand plaisir, puisque ça leur cause une douleur extrême. Mais donc voilà, donc on a quand même l'articulation entre démoniaque et grande déviance sexuelle. Et ça permet d'assurer la normalisation et ce qu'on peut nommer pour cette période très clairement la répression pour le XVe et le XVIe siècle des conduites sexuelles, en parallèle d'autres types de systèmes de régulation qui va amener au bûcher les individus qu'on dénonce, qu'on accuse de pratiques homosexuelles, de bestialité, d'inceste, qui sont tous ces crimes de luxure de la théologie morale moderne sur lesquels étaient indexés les codes juridiques. Donc il me semble que cet appui sur les systèmes de régulation a produit quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est que la sexualité est devenue un enjeu essentiel de pouvoir à travers le lien entre démoniaque et grande déviance sexuelle. Et je pense que nous avons évité cette je rappelle la perversion. Alors juste en guise de note, pour donner un petit élément d'accroche, pour la période contemporaine, je rappelle que chez le premier Freud, la figure de Satan est directement liée à la sexualité infantile perverse. Freud considère que Satan, c'est le substitut du père séducteur, c'est un de nos démons contemporains. Et il reprend l'hypothèse d'une articulation entre la grande déviance sexuelle et le culte démoniaque dans une lettre adressée à Fliss du 24 janvier 1897, qui peut se terminer de manière peu sympathique pour les sorcières, puisqu'il dit « Les actes sexuels pervers sont d'ailleurs toujours les mêmes. Ils comportent une signification et sont calqués sur un modèle qu'il est possible de retrouver. Je rêve ainsi d'une religion du diable extrêmement primitive dont les rites s'exercent en secret, et je comprends maintenant la thérapeutique vigoureuse qu'appliquaient les juges aux sorciers. » Je ne sais pas si on peut parler thérapeutique, mais voilà en tout cas l'articulation que perçoit. Alors,
pas du tout dire que c'est en tant que tel juste, mais ça dit quelque chose sur la généalogie de notre pensée, représentation démoniaque contemporaine. Alors, le premier relais affectif qui est utilisé par les églises et mobilisé dans les procès en sorcellerie, donc vous avez noté que ce n'est pas l'église qui les mène, elle relève bien des magistrats, c'est la peur. Et cette peur qui est directement liée à la croyance individuelle et collective dans la figure du diable, comme démon, vraiment réel, existant à l'extérieur du sujet, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Je rappelle quand même que certains venaient d'eux-mêmes se dénoncer, pas après, mais avant même le début de la procédure. Mandrou cite notamment l'exemple d'une petite fille et l'exemple d'un jeune homme un peu attardé, d'après ce qui est expliqué dans les comptes rendus, qui viennent eux-mêmes se dénoncer en disant voilà, je suis sorcier. Voilà, le loup-garou, exactement. C'est celui qui a les pouvoirs lycanthropiques. Donc, et la petite fille, lorsqu'elle se dénonce, elle mobilise toute la théorie du sabbat, aussi bien pour faire un théologien. C'est parfaitement indexé sur le savoir démonologique. Donc, on peut dire que ce savoir, c'est un savoir qui circule dans la société à un niveau micro et même au niveau de la famille, puisque cette petite fille, ce qu'elle saisit, c'est ce qu'elle a entendu, comme le dit Mandrou, au cours des veillées racontées par ses parents. Donc, ça montre à quel point la sorcellerie classique, c'est une structure qui est tout à la fois politique et épistémologique, avec une forte adhérence des individus et de la collectivité. Et avec une production, comme vous disiez, de type de subjectivité, puisque là, on va même se dénoncer en se considérant, en se croyant vraiment sorcier. Et, dernier point sur la sorcellerie classique, mais mon hypothèse, c'est tout de même qu'il ne faut pas réduire cela à la question de la peur. C'est-à-dire que lorsque cette petite fille va se dénoncer, elle se dénonce aussi pour se faire valoir. C'est assez évident. Il y a quelque chose qui consiste à se rendre intéressant en se dénonçant sorcier. Alors, ça veut dire que, même pour le dit sorcier, et en dépit des risques pris, le démoniaque, c'est un idiome social du soi qui est susceptible d'apporter ce qu'on pourrait appeler des bénéfices secondaires, et ce, en dépit des risques. Et ça, il me semble que c'est intrinsèquement lié à la fonction du spectacle du diabolique, qui est inhérente au procès en sorcellerie, puisqu'il s'agit de donner à ces procès une valeur d'exemple qui renforce la peur et surtout enjoigne les croyants à l'examen de conscience et à la conversion. Il ne s'agit pas, en effet, de faire des procès privés, ce qui n'aurait aucun intérêt, mais au contraire, il y a un faste, il y a une spectacularisation du geste qui est politiquement nécessaire, et les effets très concrets des procès en sorcellerie sur les autres, c'est de renforcer les prises de l'Église sur les âmes, dont le dispositif confessionnel est un élément central à partir du XVIe siècle. J'en viens maintenant à Loudun. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Loudun? Donc, je vais, pour le détail, je renvoie au beau travail de Michel de Certeau, même s'il n'est pas seul à avoir écrit là-dessus, puisqu'il décrit vraiment très précisément l'ensemble des luttes de pouvoir et des interactions politiques. C'est dans très exactement la possession de Loudun. C'est sous la main, ça ne fait pas très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je ne plagie pas Michel de Certeau. Alors, au début, ce que met en jeu le procès Loudun, donc c'est un procès, je dirais, d'une possession classique, au sens où il y a des religieuses dans un couvent, il y a une épidémie de possession chez les Ursulines, qui accusent assez vite un prêtre, Urbain Grandier, qui a pour défaut majeur d'être extrêmement charmant, d'après ce qui est dit de lui, et puis aussi considéré un peu comme libertin, tout simplement parce qu'il a des idées assez arrêtées sur la possibilité du mariage des prêtres. Donc c'est un prêtre assez particulier, qui au début joue aussi le rôle de confesseur auprès des Ursulines. Et ce que met en jeu Loudun, finalement, au début, c'est une structure classique, c'est une structure ternaire. On a d'une part, on a Satan avec lequel le sorcier signe un pacte, et le possédé, qui au départ apparaît comme l'élément finalement le moins important de la triade, au sens où il est la victime, il est donc le révélateur de la sorcellerie. Il est possédé parce qu'il est ensorcelé par le sorcier. La structure classique de la possession, c'est ça, si on est possédé, c'est parce qu'on a été ensorcelé. Mais ce qui se passe, pour le dire très rapidement, donc Loudun, ça commence en 1632. Le problème, c'est qu'après que Grandier soit passé sur le bûcher, après avoir tenté de protester de son innocence, accuser les religieuses de simulation,
démonté par des arguments extrêmement rationnels, ce qui est en train de se jouer sur ce théâtre de Houdin, et bien même après que Grandier soit passé sur le bûcher, les possessions continuent. Ça pose un vrai problème, puisque normalement, quand le sorcier passe sur le bûcher, le pacte est rompu et la possession devrait s'arrêter. Et la figure centrale des possédés devient la mère Jeanne des Anges, de ce couvent des Ursulines. Et à ce moment-là, donc on a une structure binaire, c'est maintenant le possédé qui est au centre du théâtre du démoniaque. Et ce qui est extrêmement important, c'est que pendant toute une période, Houdin devient vraiment un spectacle pour le Bouddha de la France entière. On se déplace à Houdin, on va voir les possédés, dont on dira plus tard qu'elles font des tours de battleurs, mais qui impressionnent comme ça la noblesse. C'est un lieu de villégiature extrêmement intéressant d'aller à Houdin. Mais les critiques se multiplient justement à propos des possibilités de simulation et des bénéfices secondaires que tirent les Ursulines, et en particulier Jeanne des Anges de ce spectacle. Donc la possession va se déplacer, et ça c'est le deuxième temps essentiel de Houdin, va se déplacer du cadre du spectacle public au cadre de la relation entre la possédée et son confesseur. C'est-à-dire que les autres possédés, finalement les symptômes, si j'ose dire, les symptômes de la possession vont passer doucement. Il va rester Jeanne des Anges, et pour se défaire de cette possession, elle va rentrer dans une relation extrêmement serrée avec son directeur de conscience et son confesseur. Et à ce moment-là, c'est pour le résumer extrêmement rapidement, ce qui va se jouer d'essentiel, c'est que la possession va disparaître chez Jeanne des Anges, avec une pratique de direction de conscience extrêmement serrée, et elle va se déplacer jusqu'au confesseur, mais plus sous la forme de la possession classique, mais sous la forme de l'obsession moderne. C'est-à-dire, c'est comme si le directeur de conscience prenait à charge la possession sur lui, mais sous la forme de l'obsession, qui n'est plus l'action de Satan comme figure extérieure sur le sujet, mais qui est l'action intérieure du démoniaque intérieur sur le sujet. Donc, ces transformations essentielles, elles vont être renforcées et accélérées par les possessions postérieures, qui aura celle d'Aix, il y aura celle de Bouvier notamment, pour lesquelles on va retrouver les mêmes traits, les mêmes critiques. Et c'est ce qui marque, on va dire, le glas à la fois de la sorcellerie et le début du glas des possessions. Ces trois traits essentiels. D'abord, la montée en puissance à cause de la question du spectacle, du scepticisme et des arguments rationnels, y compris du côté des théologiens, c'est-à-dire qu'on a notamment tout cet argumentaire de l'abbé d'Aubignac qui attaque directement les exorcistes en disant voilà, tout ça ce sont des tours de battleurs, ce sont des trucs que les exorcistes et les religieuses construisent pour se donner en spectacle. Vous avez même du côté des religieux une critique forte. Donc, ce qui m'amène au deuxième point, c'est la question de la mise en spectacle débusquée, c'est-à-dire que là, le diable, comme instrument de pouvoir, se montre. Donc, il ne peut plus fonctionner comme instrument de pouvoir. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces critiques, elles sont élaborées par qui? Par un autre pouvoir, c'est-à-dire par des gens qui, même lorsqu'ils sont abbés ou théologiens, sont délégués par le pouvoir central. Donc, c'est le pouvoir royal qui envoie des émissaires, et ces émissaires vont critiquer l'utilisation du diabolique dans un jeu de pouvoir qui n'est pas là. Donc, pour l'heure, ce pouvoir central n'a plus besoin du diabolique. L'État n'a plus besoin. Et enfin, on n'a plus la même structure, on n'a même plus une structure binaire, le possédé face au diable, on a l'obsédé. L'obsédé face au démoniaque à l'intérieur de lui-même. Donc c'est à la fois le début du glas de la sorcellerie, puisque le personnage du sorcier, finalement, d'une certaine manière, il meurt avec Grandier. Donc ça va continuer, mais on peut dire que le début de l'acte de mort du sorcier, c'est le bûcher de Grandier. Et ensuite, le jeu va profondément se transformer, puisque Satan comme figure extérieure du démoniaque va disparaître. Donc c'est le début de ce que l'on peut appeler le démon intérieur, pour le dire un peu moins poétiquement, ce qu'on pourrait appeler l'individualisation ou la psychologisation du diabolique. Je pense que c'est vraiment avec Houdin que ce processus commence. Donc les conséquences de ça, c'est que, alors que c'était un idiome social et politique acceptable avant, les sorcelleries, les possessions, au point qu'on pouvait se dire sorcier, c'est aujourd'hui, c'est après Houdin plus un idiome acceptable. Dans les deux cas,
il sera désormais renvoyé soit à la simulation, hein, c'est le soupçon qu'on trouvera jusqu'avec les hystériques, hein, les grandes hystériques de Charcot, régulièrement, on leur adressera le soupçon de simulation. Et aussi avec les contemporaines personnalités multiples, hein, dont je reparlerai, qui sont liées à la question du démoniaque. Et cette question de la simulation, Foucault l'avait souligné à propos des convulsionnaires dans le pouvoir psychiatrique. Donc une forme, les convulsions, c'est une forme postérieure à la possession de ce qu'on peut rappeler un idiome du mal-être, un son du diable. Et il avait aussi souligné sur les hystériques, et je pense que l'origine de la question de la simulation, c'est vraiment cette remise en question à l'idée. La disqualification des phénomènes diaboliques. Donc soit ça va être envoyé à la simulation, soit ça va être envoyé à la maladie mentale. Alors je me permets de nommer ça dès l'âge classique maladie mentale, hein, en référence au Morbi Mentales de Jung. Et jusqu'au début du 19e siècle, hein, après Houdin, la sorcellerie comme les possessions seront référées à la mélancolie. Alors il était déjà invoqué auparavant, hein, puisqu'on disait que personne ne peut devenir sorcier sans être quelque part faible d'esprit, ou que de toute façon Satan trouble l'esprit, et que le possédé, ce qui est la faille dans son âme, c'est la mélancolie. Mais là, ça devient l'explication naturelle principale de la possession. Mais faire ce qui était compris sous le schème du diabolique auparavant, faire une maladie mentale, c'est l'individualiser, c'est le psychologiser, et c'est donc lui ôter toute légitimité à manifester les tensions collectives dans un idiome social spécifique. Hein, c'est dire que le diabolique, ce n'est pas l'expression individuelle d'un phénomène social et politique, c'est dire que c'est effectivement un trouble, une maladie proprement individuelle qui n'a plus rien à voir avec la communauté, désarticulée de ces conditions d'émergence sociale et politique. Alors, pour aller très vite, hein, sous les Lumières, on a le renforcement de ce processus d'individualisation et de psychologisation du mal. D'une part, parce que le sorcier disparaît vraiment du côté de l'espace légitime, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, sous Louis XIV, on arrête hein, les procédures de procès en sorcellerie, et puis après on commence à poursuivre les sorciers dont on considère qu'ils sont tous des faux sorciers. Le sorcier la sort de l'espace social légitime. Et donc, il y a la multiplication d'une série de procédures d'individualisation du démoniaque sur lesquelles je ne m'étendrai pas, et on se met de plus en plus à chercher le diable à l'intérieur de soi. Et là, c'est vraiment le couronnement de l'idée que, pour citer du Chimblé, l'enfer, c'est d'abord soi-même. Donc, les effets de cela, c'est que l'image du diable, hein, dans la sphère, du côté des représentations collectives, elle se dédramatise. Sous les Lumières, on peut rire du diable. Et si on peut en rire, c'est qu'on ne croit plus que ce soit une figure extérieure qui habite le monde et qui risque de s'emparer de nous. Alors, le double couronnement de ce processus, c'est la psychiatrisation diabolique, qui absorbe les phénomènes qui étaient anciennement perçus et vécus sous le schème du démoniaque, dans le giron de la pathologie mentale sous deux formes, la forme du sujet souffrant, d'une part, le sujet souffrant, et celle, deuxièmement, des représentations sociales du mal. Donc, on va avoir une série de maladies mentales qui vont être mises en correspondance avec les anciennes expériences du diabolique, avec les aliénistes, la première moitié du siècle, qui passent leur temps à souligner à quel point ce sont des facteurs positivistes de progrès, puisque si on avait plutôt écouté la raison, on n'aurait pas brûlé toutes ces sorcières. Hein. C'est un topos régulier du discours aliéniste, de dire voilà, nous sommes des humanistes et nous permettons d'éviter que ce type